Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Sandrine Rousseau, membre d'Europe Écologie Les Verts, écologiste et soutien de Yannick Jadot. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. La campagne des Verts, la guerre en Ukraine, la transition énergétique, le grand oral des chasseurs, l'attaque d'un train de céréales par des activistes en Bretagne, la mort d'Ivan Colonna, autant de sujets que nous allons essayer d'évoquer. Alors commençons donc par la mort d'Ivan Colonna, 3 semaines après son agression en prison. L'assassin du préfet Erignac s'est éteint donc hier soir. Où est la responsabilité ? On a beaucoup parlé de celle de l'État, du garde des Sceaux même, selon vous ou pas ? De toute façon, il n'est pas normal qu'une personne meure après des coups en prison. Donc oui, il y a une responsabilité de l'administration pénitentiaire et donc in fine du garde des Sceaux, ça c'est certain. Les prisons sont des lieux de violence, on le sait, et on a une politique carcérale en France qui a été dénoncée de multiples fois par des députés, par même des organisations internationales. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, là, on va voir ce qui va se passer en Corse dans les jours et semaines qui viennent, et j'espère qu'on aura les capacités d'un dialogue. Oui, parce qu'il y a eu des nuits d'émeutes avec des jeunes qui sont allés dans la rue, qui appellent encore de nouveau à manifester en fait aujourd'hui. Vous lancez un appel au calme ? Enfin oui, je lance un appel au peuple corse en me disant qu'il faut entamer la discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites sur une autonomie. Nous, les écologistes, nous défendons l'autonomie de la Corse depuis de nombreuses années maintenant. Le seul truc, c'est que ça passe aussi par un débat démocratique en France et par la saisine du Parlement français. Et ça, pour le coup, personne ne l'a mis dans le processus, qui quand même est une question. Le gouvernement est allé trop vite, quoi. On peut pas s'exempter de la démocratie complètement, mais en tous les cas, sur un soutien à l'autonomie, oui, c'est un problème, évidemment. Venons-en à la guerre en Ukraine, Sandrine Rousseau. Alors, malgré cette guerre, il ne faut pas détourner nos yeux de la crise climatique. Ce sont les mots de John Kerry, qui était invité du sommet des océans à Monaco. Est-ce que vous les reprenez aussi à votre compte ? Mais tout à fait, et en plus cette guerre a une dimension écologique et environnementale, puisque on sait que c'est aussi parce que nous dépendons du gaz russe et que nous n'arriverons pas à nous en passer que Poutine a ce poids-là et a cette force-là. Et donc oui, il y a une dimension écologique dans cette crise, et par ailleurs le rapport du GIEC est sans appel. On est dans une situation gravissime, et aujourd'hui on a l'impression que ça n'existe pas dans la campagne présidentielle. Or il n'y aurait pas de bonne présidente de la République qui ne prendrait pas un virage en matière écologique dans les 5 prochaines années. Donc là, on ne sait pas en fait quelles sont leurs propositions, et il est temps qu'on le sache. Oui. Et est-ce que, parce qu'il y a eu ce débat il y a 15 jours, 3 semaines au démarrage entre guillemets de la guerre, d'une menace ou pas de couper en fait nous-mêmes aussi les robinets, de se passer en fait de cet approvisionnement. Est-ce qu'il fallait aller jusque là, parce qu'on n'y est pas allé en fait pour l'instant? Mais moi je pense qu'il fallait y aller. Il fallait y aller tout de suite avec une aide sociale majeure, massive du gouvernement, immédiate, comme on l'a fait pour le Covid. C'est-à-dire que là il fallait aller sur du soutien à la rénovation thermique des bâtiments et à inciter à un effort de guerre. On peut pas le faire du jour au lendemain, quoi. Déjà, ça prend quelques mois, et on avait des réserves qui nous permettaient d'aller jusque juin. Donc, on pouvait quand même commencer cette transition qui aujourd'hui n'est pas commencée. Et puis, par ailleurs, l'effort de guerre, c'est aussi d'appeler la population européenne à être responsable de ce point de vue-là. Quand vous dites cette transition n'est pas commencée, pourtant le gouvernement depuis 2 ans annonce MaPrimeRénov', énormément de mesures pour les particuliers, parce que ça démarre aussi beaucoup par les particuliers. Vous avez le sentiment que non ? Non, parce qu'il y a des chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement, mais si on regarde un peu les résultats de ces rénovations, en fait, très peu permettent de sortir de la catégorie passoire énergétique. Donc, juste pour vos auditeurs et auditrices, il y a 650 000 logements rénovés selon la prime rénov'. En fait, il n'y en a que 2500 qui changent de catégorie. Donc, en fait, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir que 2500 logements qui sortent de la catégorie passoire thermique. Oui, c'est ça, parce que vous aviez dit il faudrait baisser de 1 ou 2 degrés le chauffage, quoi. Oui, mais il y a des endroits où c'est compliqué quand même pour le faire. Oui, mais déjà les personnes qui sont dans des passoires énergétiques ne payent plus, vu l'augmentation du prix des énergies. Ces personnes-là déjà ont coupé le chauffage. Donc il ne faut pas se leurrer. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en précarité énergétique en France, et ces personnes-là déjà ont coupé le chauffage. Et par contre, les personnes qui ont les moyens, elles, de chauffer, pourraient faire un effort de baisser le chauffage, et ça permettrait de tenir sur les réserves que l'on a jusqu'au mois de juin, et après d'entamer
autre chose. Et d'un mot d'ailleurs, mais c'est très technique, mais d'un mot quand même, est-ce que même les gens qui ont le plus les moyens, on devrait les aider aussi à aller vers cette transition pour changer en fait le gaz, c'est-à-dire aller vers des pompes à chaleur, vers du photovoltaïque, parce qu'en fait on parle de beaucoup de choses, mais bien souvent en fait on n'est pas concret. Et là c'est très concret. Et en l'occurrence on voit qu'il n'y a pas d'aide, ou très peu. La priorité absolue, c'est de diminuer nos émissions de carbone et de moins dépendre des fossiles. Ouais. C'est notre priorité absolue. Et tout ce qui nous permet d'aller là-dedans est un geste qui est bon. Et donc oui, parce que c'est pas parce qu'on est plus riche qu'on a forcément de l'argent disponible pour rénover sa maison. On peut imaginer des prêts garantis par l'État, par exemple, qui puissent... moi, je suis contre de la subvention, parce que la subvention, c'est trop, ce serait trop facile, mais au moins des prêts garantis par l'État pour faire en sorte qu'on diminue réellement nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, Sandrine Housseau, en pleine guerre, des activistes d'Extinction Rébellion donc, qui ont attaqué un train de céréales en Bretagne ce week-end pour dénoncer les fermes-usines. Est-ce que vous condamnez vraiment ce genre d'action ou pas ? Non, je ne la condamne pas. Je pense que c'est des actions coup de poing qui permettent d'éveiller les consciences sur le fait qu'aujourd'hui, une partie conséquente de nos céréales vont à de l'élevage intensif d'animaux, et que là, on a besoin vraiment de personnes, enfin, on a besoin de redistribuer ces céréales aux personnes. Oui, mais on a besoin de produire aussi. Oui, mais aujourd'hui, les prix de l'alimentation s'envolent, et donc la priorité n'est pas d'aller nourrir de manière intensive, des élevages intensifs. C'est nourrir pour nourrir, entre guillemets aussi. Oui, mais vous savez, c'est la chaîne quand même. Oui, mais on sait aussi que c'est ça qui crée les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il nous faut diminuer la part de viande dans notre alimentation. Et Extinction Rébellion, comme toute l'histoire de l'écologie, est marquée par des actions de désobéissance civile. Là, ils ont fait ça. Je pense qu'ils alertent à dessein sur où vont les céréales aujourd'hui. Vous ne condamnez pas alors ? Parce que beaucoup disent c'est scandaleux quand même de faire ça. Mais aujourd'hui, il y a quand même des pays qui sont à deux doigts de la famine parce qu'ils n'ont pas accès aux céréales en raison de cette crise ukrainienne. Prioriser ces céréales vers de l'élevage, c'est pas responsable aujourd'hui. Oui, vous craignez justement évidemment qu'il y ait des famines, des émeutes à cause de cette guerre Mais dans certains pays. Bien sûr, il y a tout le Maghreb qui est en tension, il y a des pays africains qui sont en tension, et on ne peut pas fermer les yeux sur les conséquences de cette crise pour des personnes et des populations qui sont plus vulnérables. C'est coupable de faire ça. Alors qu'est-ce que nous pourrions faire, nous, ici ? Eh bien, on pourrait déjà diminuer la part carnée de notre alimentation, faire en sorte que l'on mange plus végétal et que l'on que l'on débloque les stocks de céréales qui sont bloqués par la spéculation, puisqu'il y a une partie des stocks de céréales qui sont bloqués, qu'on les débloque de manière urgente et qu'on débloque aussi des aides internationales pour les personnes les plus en difficulté. Oui. Le grand oral des candidats devant les chasseurs aujourd'hui. Yannick Jadot comme Jean-Luc Mélenchon n'a pas été invité. Vous le regrettez ? Est-ce qu'il faut quand même dialoguer avec les chasseurs ? Bien sûr qu'il faut dialoguer avec les chasseurs, mais s'ils ne nous invitent pas, il faut aussi entendre cela, et ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le dialogue vis-à-vis de nous. Et moi, je maintiens que la chasse doit être revue, que les temps de chasse doivent être revus. Yannick Jadot propose qu'il n'y ait plus de chasse le week-end et pendant les vacances. Eh bien, c'est une mesure de partage de la nature en sérénité, de pouvoir se réapproprier la nature pour des activités de loisirs. Parce que fondamentalement, vous n'êtes pas contre la chasse. Pour une chasse zéro. Moi, à titre personnel, je pense que la chasse devrait être sous une forme de contrôle et de régulation des espèces, et qu'on doit limiter au maximum la chasse. Moi, je suis même pour une interdiction de la chasse de loisirs. Mais ceci dit, c'est ma position personnelle. Je sais qu'elle n'est pas partagée par l'ensemble des écologistes, et quelque part, tant mieux. Ça fait aussi la diversité des écologistes. Et au moins qu'on le fasse les week-ends et les vacances scolaires, ça permettrait à tout le monde de se réapproprier la nature. C'est indispensable. Oui, diversité des opinions chez les écologistes. Vous avez mis un peu d'eau dans votre vin pendant cette campagne, parce que Yannick Jadot, à un moment donné, vous avez entre guillemets recadré ou pas ? Mais j'ai pas du tout mis d'eau dans mon vin. Enfin, je crois pas avoir. Non, mais tout ce que j'ai dit, je l'avais déjà dit avant, et j'ai absolument pas mis d'eau dans mon vin. Non, mais on me recadre pas. Enfin, pardon, mais on ne vous recadre pas. Non, c'est un débat politique. C'est l'esprit même de la démocratie que de pouvoir avoir des opinions qui peuvent être divergentes sur certains points et convergentes sur d'autres. Avec Yannick Jadot, nous avons un socle commun qui est l'écologie, et c'est pour ça que je reste dans ce parti Europe Écologie Les Verts et que je continue la campagne. Ouais. Après, nous pouvons aussi avoir des divergences. Et c'est notre liberté que de l'avoir. Et c'est même, ça enrichit le débat public. Vous soutenez bien toujours Yannick Jadot. Oui, aujourd'hui, vous êtes derrière lui. Oui. Oui. Vous avez hésité à claquer carrément la porte ou pas ?
Je n'ai pas hésité parce que l'écologie politique est ma famille. Enfin, je l'ai dit je l'ai dit depuis la primaire et j'ai arrêté la politique suite à des dénonciations de violences sexuelles au sein de mon parti. Ça n'a pas été simple. Pendant 4 ans, j'ai arrêté. Je suis revenue dans ce parti. Pendant ces 4 ans, j'ai eu des appels du pied d'autres formations politiques. Depuis que j'ai été virée de la campagne, j'ai eu des appels du pied d'autres formations politiques. Mais je le dis, c'est ici que je veux faire de la politique. C'est l'écologie politique qui est ma formation, ma structure intellectuelle, militante, etc. Et donc, je le ferai. Et je sais que certaines voudraient me voir partir, mais non. Non, mais puis d'autres se disaient, tiens, elle pourrait aller chez Jean-Luc Mélenchon, ou pour certains observateurs, le programme écologique de Jean-Luc Mélenchon est plus radical que celui de Yannick Jadot, et peut-être qu'il vous correspondait davantage, Sandrine Rousseau, non ? C'est un programme écologique de rupture, et c'est pour ça que oui, je regarde avec attention ce que fait Jean-Luc Mélenchon, mais je reste au sein de l'écologie politique, parce que je pense qu'il faut aussi maintenir une formation politique dont le cœur battant est l'écologie. Vous aviez eu des appels du pied de chez Jean-Luc Mélenchon, ou eux ne voulaient pas de vous ? Non, mais j'ai eu. Enfin, je vous laisse leur poser la question à eux. Je ne veux pas répondre à cette question. Non, mais attendez, vous parlez vrai, vous vous voyez dites bien, les choses. mais ça se voit sur tous les réseaux et tout ça. Il y a plein de vous l'avez dit. Bien sûr. Bon, voilà, donc dialogue avec Jean-Luc Mélenchon. Et justement, pour la suite, parce que Jean-Luc Mélenchon, là, on est à 3 semaines encore, rien n'est complètement fait. Il pourrait être au second tour. Est-ce que dans les derniers jours, ça pourrait vous inciter justement à changer ? Et je vous ai dit que je respecterai la primaire et que je respecterai les résultats de cette primaire. Ça participe aussi d'une forme de solidité de ma position politique. Et puis, on verra. De toute façon, cette élection présidentielle est vraiment sous le sceau de la surprise permanente et de l'inattendu, voire de la violence avec l'Ukraine. Eh bien, voyons jusqu'au bout ce que cela donne. Et est-ce que Emmanuel Macron a d'ores et déjà gagné cette présidentielle ? Non, je ne crois pas qu'il l'ait gagné parce que je pense qu'il est en position de favori aujourd'hui. Mais la situation est tellement instable que tout pourrait se modifier, je pense. Et par ailleurs, ça dépend aussi de à qui il fait face au second tour. Et en l'occurrence, je pense que là, dans les derniers sondages que j'ai vus, il y a eu une baisse de l'extrême droite. Je me réjouis de la chute de Zemmour, par exemple, dont je pense que c'était un personnage qui n'avait pas sa place dans la campagne présidentielle française. Je l'ai dit plusieurs fois. Je pense qu'avec les propos racistes, révisionnistes qu'il tient, il n'avait pas sa place. Et donc je me réjouis. Il a peut-être mis d'autres sujets sur la table qui n'auraient pas été abordés, quoi, non ? L'immigration et la question migratoire est largement abordée. Et largement abordée, largement plus que les questions climatiques par ailleurs. Et en l'occurrence, on peut aborder la question migratoire en respect des personnes qui migrent. Et on le voit avec les Ukrainiens, il y a une crise sanitaire majeure. Et ces personnes-là ont absolument besoin d'être accueillies parce qu'elles sont en danger de vie ou de mort. Sandrine Rousseau, vous dites on n'est pas au bout des surprises peut-être de cette campagne. Alors en dehors de votre candidat Yannick Jadot, qui vous verriez justement au second tour ? On verra bien. Aujourd'hui, non, mais vous dites, il reste 3 semaines. Ouais. Et j'espère bien que ce sera Yannick Jadot qui sera au second tour. Bon, et si ce n'est pas Yannick Jadot, si c'est par exemple Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, vous appellerez à voter pour qui ? On verra à ce moment-là, vous me réinviterez. Vous ne le faites pas d'ores et déjà aujourd'hui. Fabien Roussel, lui par exemple, il a appelé à faire barrage à l'extrême droite tout à l'heure. Très bien, il fait mais moi je vous dis, vous me réinviterez à ce moment-là, puis on en reparlera. Bon, très bien. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été l'invitée ce matin de Sud Radio, soutien de Yannick Jadot et membre d'Europe Écologie Les Verts. Dans un instant, on fera le point sur la revue de presse. À tout de suite.